Je suis le professeur Albert Beckers, chef du service d'endocrinologie au CHU de Liège et professeur ordinaire à l'Université de Liège. Alors, ce que j'ai présenté hier, ce sont 2 ou 3 aspects des travaux que nous avons réalisés. J'ai tout d'abord décrit la vallée des adénomes hypophysaires, puisque c'est au départ d'une vallée que je connaissais et où il me semblait qu'il y avait beaucoup d'adénomes hypophysaires, que j'ai lancé une étude épidémiologique dans différentes régions de la province de Liège et que nous avons pu montrer qu'il y avait 5 fois plus d'adénomes que ce qu'on attendait d'après les études épidémiologiques précédentes. Et ces travaux ont été ensuite confirmés en Angleterre, à Malte, en Islande et en Suisse. Donc la prévalence des adénomes hypophysaires est en réalité de 1 sur 1000 et pas de 1 sur 5000. Ensuite, je me suis attaché à montrer les résultats des études génétiques. Avant nos travaux, on parlait d'adénomes hypophysaires familiaux dans les cas de polyendocrinopathie de type 1 et de complexe de Carnet. Le complexe de Carnet, c'est très rare. Les MEN1, on ne les cherchait pas beaucoup, mais ça représente 2 à 3% des adénomes hypophysaires. Et nous avons isolé, fin des années 90, une nouvelle forme d'adénomes hypophysaires familiaux que j'ai dénommée FIPA, pour Familial Isolated Pituitary Adenomas. Et les FIPA sont finalement la plus fréquente des formes familiales d'adénomes hypophysaires et représentent environ probablement 3%. On doit encore faire une étude épidémiologique précise là-dessus. À partir des FIPA, on a commencé à étudier la génétique des FIPA et après la publication finlandaise de l'application du gène AIP dans certains cas d'adénomes hypophysaires familiaux, nous avons lancé une grande étude internationale où nous avons montré que 20% des FIPA présentaient une mutation du gène AIP. Au départ, c'était 15 et puis suite à des études plus récentes, on est monté à 20%. Donc on a l'explication de 20% des FIPA. Nous avons réalisé un certain nombre d'études sur FIPA et AIP, et notamment nous avons comparé les adénomes somatotropes, ceux qui sont responsables de l'acromégalie, avec une mutation AIP ou sans mutation AIP. Et nous nous sommes rendus compte que ceux qui avaient une mutation AIP étaient beaucoup plus agressifs et survenaient à un âge beaucoup plus jeune que ceux qui n'avaient pas de mutation AIP. Et pour cette raison, on y rencontre beaucoup de géants, puisque si l'adénome survient pendant l'adolescence ou pendant l'enfance, eh bien, il produit du gigantisme s'il sécrète l'hormone de croissance. Et donc, nous avions 33% de géants dans cette série. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé une grande étude sur le gigantisme. Nous avons recueilli les résultats de 200 géants, plus de 200 géants. Nous avons pu montrer que 30% étaient dus à des mutations du gène AIP, on ne le savait pas auparavant. Et puis, grâce à une collaboration avec le Dr Stratakis du NIH, on s'est rendu compte que 2 jeunes géants, 2 géants pédiatriques, présentaient une duplication de quelques gènes, de 11 gènes sur le chromosome X. Et grâce à toute la bibliothèque d'ADN que nous possédions à Liège, nous avons pu rechercher si d'autres géants présentaient cette duplication. Et on a très rapidement, après 2 semaines, trouvé d'autres géants qui présentaient la duplication au même endroit. Et puis, avec l'évolution du travail, pendant les semaines qui ont suivi, les 2-3 mois qui ont suivi, on est rapidement arrivé à 14-15 géants qui présentaient la duplication. Et ce n'était plus 11 gènes, il n'y avait plus que 4 gènes en commun. Et puis nous avons étudié différentes choses, mais globalement, nous sommes arrivés à la conclusion qu'un gène, le GPR101, était vraisemblablement le responsable de ce gigantisme. Alors c'est un gigantisme exceptionnel, nous l'avons appelé X-LAG pour X-Linked Acrogigantism. Il commence très très jeune, généralement avant l'âge de 1 an. Il conduit un adénome hypophysaire volumineux et très hypersécrétant, parfois 1000 fois la normale en termes d'hormones de croissance. Les enfants grandissent à une vitesse phénoménale, ils peuvent atteindre la dimension ou la taille de l'âge adulte à l'âge de 6 ans par exemple. Et c'est comme ça qu'on peut arriver aux plus grands géants du monde, tels que Robert Wadlow, qui mesurait 2,72 m, qui est mort en 1940. On n'a pas pu le tester, évidemment, mais en connaissant son histoire, on est à peu près certain qu'il souffrait de cette nouvelle forme de gigantisme que nous avons décrite en 2014 et 2015. Voilà.